Merci Quentin, merci beaucoup à tout le monde d'être là ce soir. Donc c'est notre premier podcast. Moi je suis un ancien développeur, je suis devenu product owner cette année et product owner ça requiert beaucoup de curiosité. L'avantage que j'ai en travaillant chez Ascensi, c'est de travailler avec des collègues qui sont dans des milieux différents, des clients différents du mien et qui touchent à tous les corps de métier. Le midi, quand j'arrive avec eux, j'ai la chance de pouvoir échanger, de découvrir leur passion, leur métier. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de créer ce podcast. C'est en recréant ces discussions qu'on a le midi ensemble et de pouvoir vous partager ça. Donc aujourd'hui, on va parler d'agilité avec Compfon, qui va nous rejoindre tout de suite. Et aussi, on va pouvoir vous parler de DevOps avec Pierre également. Hop. Dans un premier temps, Compfon, est-ce que tu peux nous présenter ton métier, ce que tu fais au sein d'Ascensi, de ton client? Ça marche. On m'entend bien? Ouais. Compfon, ça fait 20 ans que je travaille dans l'IT. Donc j'ai un peu comme Benoît, j'ai touché un peu à tout. J'ai commencé par développeur et ensuite j'ai vite basculé en tant que chef de projet. J'ai fait aussi du web designer, de l'ergonome, auto-entrepreneur et ensuite basculé vers le management et ensuite vers le Scrum Mastering. Donc ma passion en fait pour l'agilité vient en fait de ma vie en tant que manager, de faire en sorte d'accompagner les collaborateurs, de les faire grandir. Et j'ai vu en fait que le Scrum Master me permettait de faire ça. Donc aujourd'hui, je suis arrivé au Canada auprès d'Ascensi. Et chez Ascensi, je travaille en fait aujourd'hui en tant que Scrum Master pour une équipe de à peu près 20 personnes pour le fonds FTQ. Donc ils sont un peu là, donc ils se reconnaîtront. Et donc l'équipe est là. Donc voilà. Donc je suis au quotidien avec eux et merci encore d'être venu. Pierre, est-ce que tu peux te présenter également? Bonjour, du coup, moi Pierre, ça va faire maintenant 8 ans que je suis dans l'informatique. Donc je suis passé par plusieurs métiers, à peu près comme tout le monde, mais moi plus pas du tout de développement, plus côté infrastructure, dev. Donc commencé comme tout le monde, administrateur système, Windows standard. Puis j'ai voulu évoluer vers des technologies, on va dire plus d'aujourd'hui, donc plus vers de l'ingénierie cloud, pour après amener les entreprises à se pousser, on va dire, sur cette nouvelle technologie qui est le cloud, mais également vers des process plus DevOps, en fait, pour intégrer un peu plus d'automatisation, un peu plus de culture d'entreprise. Je vais m'arrêter là, sinon j'ai spoilé le reste. Merci beaucoup. Compfon, tu nous as parlé de Scrum Master, tu nous as parlé de ton parcours et du management. Est-ce que tu peux nous expliquer l'agilité pour toi, puisqu'on est là pour parler de ça aujourd'hui, ce que c'est et à quoi ça correspond? Ouais, l'agilité, c'est une drôle de notion que je pense pas grand monde connaît, mais déjà faut mettre les bases sur l'agilité. Qu'est-ce que c'est agilité? Ça commence par quoi? Donc tout le monde connaît, je pense. Si tout le monde ne connaît pas, c'est un rappel ou une info pour info. C'est tout commence par le manifesto agile, sorti en 2001. Et dans le manifesto agile, qu'est-ce qu'il dit? Il parle en fait de 4 valeurs importantes à privilégier dans le monde du travail et dans les projets informatiques. Ces 4 valeurs-là à privilégier, donc on a privilégier en fait l'individu et les interactions entre eux plutôt que de respecter des process et des outils, de connaître le produit plutôt que de faire des documentations exhaustives, de collaborer avec le client plutôt que de suivre un contrat à la lettre, et surtout l'adaptation au changement plutôt que de suivre un plan bien précis. Okay, le truc important à retenir sur tout ça, c'est que on privilégie le premier point par rapport au deuxième point. On n'occulte pas le deuxième point. Quand je dis on privilégie l'individu et les interactions plutôt que les process et les outils, il y a toujours des process et des outils. Okay, mais il faut privilégier les interactions entre les individus. Très bien. À côté de ça, je n'ai pas fini, Benoît, pardon. Ah, vas-y. L'agilité, c'est un cadre de travail. Donc ça, c'est important aussi de le savoir. Un cadre de travail, pourquoi? Pour des projets complexes. Donc un projet complexe, c'est quoi? Un projet complexe, c'est des projets où il y a beaucoup d'interdépendance, de l'imprévisibilité, et où il faut en fait travailler dans un monde où il faut prendre en compte l'adaptation et le système dans lequel on bosse. Okay, donc ça veut dire que il faut, pour
pour avancer les choses, tu dois travailler avec ton système, donc l'organisation avec qui tu bosses, et pas hésiter à faire des adaptations pour faire les changements, quoi. Très bien. Quand tu parles de projets complexes, on parle de projets où on a un début, mais est-ce qu'on en voit la fin à chaque fois? Est-ce qu'on sait où on va? Comment ça se passe dans ces projets complexes? Un projet complexe, t'as un début, ça c'est sûr. Une fin, tu peux avoir une fin. Mais ce qu'il faut noter là-dedans aussi, c'est que ton projet, tant qu'il a une vie, tant qu'il existe, le Scrum ou l'agilité doit continuer à exister. Tu n'as pas une fin. Un site web, tu vas continuer à vendre des produits, par exemple, quoi. Et tu n'auras pas de fin à ça. Tu as toujours des adaptations à faire, des changements à faire, t'adapter aux changements, au marché et tout ça. Donc, tu n'as pas forcément de fin. Contrairement au projet en waterfall, où là, tu as un début, une fin. Très bien. Merci à toi, Comfun. Maintenant, Pierre, je vais me tourner vers toi. Est-ce que tu peux nous parler du DevOps de ton côté? Oui, du coup, alors le DevOps, en plus de l'agilité qui a été au tout début plus orienté vraiment développeur, en fait le DevOps et après d'autres dérivés comme le DevSecOps ont permis d'amener en fait d'autres équipes en fait à s'intégrer dans tout ce milieu-là, parce qu'au tout début en fait l'agilité était très orientée développement, mais le problème dans tout ça, c'est que les développeurs ne possèdent pas l'ensemble des connaissances de l'entreprise. Ils ont la connaissance applicative ainsi de suite, mais ils ne possèdent pas par exemple de l'infrastructure au niveau du réseau, qu'est-ce qui peut se passer au niveau de la sécurité. Donc le DevOps en fait a permis c'est une expression qui est souvent reprise, de briser ces silos qu'il y avait, le silo applicatif, le silo infra, le silo sécurité, briser ces différentes équipes et d'intégrer en fait dans une seule équipe ces différentes équipes ou ces différentes personnes qui avaient des domaines d'expertise différents et qui ont permis en fait de créer des équipes plus grosses peut-être, mais qui gardaient en fait une connaissance interne sur toutes les parties de l'infrastructure, qui est très important pour pouvoir en fait continuer à faire évoluer l'application. Vous avez réussi à découper votre SI, à créer des équipes avec ça, à leur assigner leurs tâches et à fonctionner avec ça. Est-ce qu'en parallèle, l'agilité correspond un peu à ça? Je veux dire par là, comment ça vous a apporté dans l'agilité de l'aide d'avoir du DevOps? Pour avoir du DevOps? Ouais. En fait, quand tu fais de l'agilité, donc comme je l'ai dit, hein, tu dois connaître le produit, okay, pour pouvoir avancer tous ensemble. Et la connaissance du produit, ça va avec la connaissance du métier et la connaissance technique aussi. Le DevOps, tu disais, c'est pour désiloter les équipes. Donc, si tu as une connaissance du métier et une connaissance technique du projet, le DevOps, c'est pour justement désiloter les équipes et avoir en fait à la fois une personne qui sait faire du développement, qui sait faire de la maintenance et qui sait faire de la mise en production, par exemple. Ok. Et donc ça va avec vraiment la connaissance en fait avec la valeur que je disais tout à l'heure sur la connaissance du produit. Super, merci. En termes d'agilité, est-ce que vous avez des outils, des méthodologies que vous utilisez tous les jours en entreprise pour appliquer ce processus agile? Ouais, donc au quotidien, en fait, on utilise par exemple Jira, okay, pour vraiment lister, on va dire, l'ensemble des récits, pour parler un peu plus technique, un peu plus agile, correspondant au produit, de ce qu'on doit faire en fait pour faire évoluer le produit. Donc ça, c'est Jira qui permet d'avoir ça, qui permet aussi de suivre les différents sprints de développement. Et à côté de ça, pour justement être efficace sur le DevOps, pour justement le déploiement continu, qui va pouvoir permettre d'aider les développeurs à rester beaucoup plus focus sur ce qu'ils sont en train de faire dans le sprint. On a Git qui peut nous aider, qui va nous permettre de faire le déploiement continu. On pourra faire des merge requests avec Git aussi. Et puis après, il y a aussi la notion de, comme je disais tout à l'heure, un développeur doit savoir développer, maintenir, mettre en production. Quand c'est en production, il faut aussi savoir les surveiller. Oui. Donc ça, il y a des outils pour surveiller tout ça. Pierre saura plus que moi. On va y revenir. Tu nous as parlé de sprint là actuellement. On parlait de méthode agile. Est-ce que tu peux nous définir ce qu'est un sprint et est-ce que c'est dans commun toutes les méthodes agiles? Est-ce que... Non, tu as raison. J'ai pas dit tout à l'heure, mais l'agilité, comme je te disais, c'est un cadre de travail. Et tu as plusieurs cadres agiles. Donc tu as le Scrum qui est très connu. Tu as le Kanban, tu as du Lean aussi. Et puis à plus grande échelle, tu as du Safe.
Mais dans du safe, tu peux avoir du Scrum et du Kanban. Ça dépend des équipes. Donc le sprint, c'est typique du Scrum. C'est une période de travail, on va dire, où tous les membres de l'équipe Scrum, donc le développeur, product owner, Scrum Master, sont focus sur un objectif et doivent sortir un incrément en fait valide à la fin du sprint. Un sprint, ça peut durer 2 semaines par exemple. 3 semaines, 4 semaines. C'est pas défini, c'est au choix. C'est au choix. 4 semaines, en fait, pour essayer de mieux jauger la durée d'un sprint, plus l'équipe est mature, plus les sprints peuvent être courts. Très bien. Tu peux commencer avec un sprint à 3 semaines. Mais ce qui est important aussi, c'est que le sprint, la cadence de sprint doit être la même pendant tout le projet. Quand tu parles de maturité d'équipe, tu veux dire que l'équipe doit se connaître? Exactement. Déjà travailler ensemble? Ouais. Ok. En termes de DevOps, est-ce que vous avez des outils que vous utilisez? Est-ce qu'il y a des processus? Est-ce qu'il y a... On a vu en agilité, on avait du Scrum, du Kanban, du Safe à plus grande échelle. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça en DevOps qui existe? Donc nous, en fait, on se base beaucoup aussi sur des méthodes quand même agiles de notre côté. Mais bien évidemment, il y a d'autres outils pour se mettre en place tout ça. Nous, de notre côté, on a pu aider les équipes de développement en mettant des process plus donc de continuous integration, donc déploiement continu et de l'intégration continue, pardon. Et du coup, en fait, on a pu, avec certains outils, par exemple, côté intégration continue, on a pu amener avec des outils comme le GitHub Action, le build qui est à l'intérieur et tous ces process-là, en fait, à aider les développeurs sur comment builder leur application, comment la maintenir, comment la sécuriser, avec différents outils, par exemple, comme Sonar Cloud, qui permet en fait de faire de la supervision de code et de la supervision applicative, et de remonter des alertes aux développeurs, mais ou également en fait côté continuous delivery story, déploiement continu, pardon. En termes de déploiement continu, en fait, on a pu aussi amener d'autres outils, comme par exemple Argo CD, qui est quelque chose qui est open source et qui arrive de plus en plus dans les entreprises. Nous, on est en train de le mettre en place chez Flow, et c'est vraiment un outil qui va aider les développeurs parce qu'ils n'ont plus à se poser cette question de comment je vais déployer mon application. En fait, ils disent juste à Argo, ils donnent un fichier bien évidemment pour lui dire qu'est-ce qu'ils veulent, de quoi ils ont besoin. Et en fait, tous ces différents outils vont leur permettre en fait d'arriver à avoir une application qui est déployée sans se poser toutes ces questions à côté de comment arriver au but. Donc, ce que faisaient les développeurs avant, à la main, aujourd'hui, grâce au DevOps, on est en capacité de l'automatiser et qu'ils puissent avoir la main dessus et que ce soit plus simple pour eux, c'est-à-dire ça? Exactement, c'est l'objectif en fait de cette nouvelle philosophie un peu qui arrive, c'est en fait de donner de moins en moins de choses à faire aux développeurs. Un développeur, il a des compétences et c'est pas connecte-toi sur le serveur et clique sur un bouton. Donc du coup, nous, notre objectif en fait dans toutes ces philosophies, dans tout ce qu'on doit apporter, c'est un développeur est là pour faire du développement. Donc l'aider en fait à juste se focus sur son métier et qui n'ait pas besoin en fait de faire quelque chose dont il n'a pas forcément de compétences, pas de notions, qu'il a peut-être pas aussi envie. Donc qui peut se comprendre, hein, c'est normal, on n'est pas la science infuse partout, mais du coup notre objectif c'est ça, c'est d'arriver à faire qu'un développeur puisse faire du développement et qu'il se facilite la vie sur ça. Très bien, merci. Je vois que tu hoches la tête, toi, comme Fon, quand il dit ça. Est-ce que toi, tu l'as vu dans tes équipes? Est-ce que ça change les choses? Est-ce que, au fil du temps, tu as vu de l'amélioration avec ça? Ouais, comme il disait bien là, donc le DevOps, ça permet de faire de l'intégration continue, et le but c'est d'aider justement les développeurs à rester focus. Donc dans un sprint, tu dois rester focus sur l'objectif de ce que tu dois faire. Donc si en plus tu es aidé avec du DevOps qui te fait l'intégration continue, qui te fait les tests auto, tout ça, pour justement mettre en place sur le serveur les développements, le développeur il a beaucoup plus de temps pour développer, et aussi il a beaucoup plus de temps aussi pour apporter de la valeur au produit. Donc la vélocité va augmenter, et avec la PO on pourra mettre beaucoup plus de choses, beaucoup plus de récits de valeur dans les sprints. Merci. Tu parles de vélocité, justement, ça allait être une de mes questions.
qu'est-ce que c'est la vélocité et comment vous arrivez en agilité à mesurer un peu l'efficacité de votre équipe? La vélocité, c'est le nombre de points en récit qu'une équipe en Scrum peut faire. Donc la vélocité dépend de l'équipe, dépend du projet et dépend aussi de l'organisation. Okay. Tu peux pas avoir la même vélocité partout. Je pourrais très bien travailler avec la même équipe pour le fond aujourd'hui et la même équipe pour une autre boîte, la vélocité serait complètement différente parce que ça dépend aussi du produit. Okay. Comment tu le calcules? Dans le Scrum, tu as du raffinement en fait, où tu vas prendre chaque récit, regarder s'il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir faire les développements. Si tu as tout ce qu'il faut pour faire les développements, il est suffisamment raffiné. Donc l'équipe va pouvoir en fait estimer en termes de points chaque récit. En termes de points, donc on appelle ça les story points. Et les story points, c'est essentiellement basé sur la complexité du récit, la connaissance du récit, les efforts que tu vas faire dessus. Et donc ça dépend de l'équipe, comme je te disais. Et donc, au bout d'un moment, l'équipe se connaît, a l'habitude de travailler ensemble, ont tendance à estimer toujours de la même façon, et donc tu as une vélocité qui se dégage. Une équipe de 10 personnes va pouvoir prendre autant de tickets, autant de récits, et en fait, tu additionnes le nombre de points que ces 10 tickets font, imaginons 40 points, et au prochain sprint, on essaie de viser cette vélocité de 40 points. Okay. Si l'équipe fait plus, on augmente la vélocité. Si l'équipe fait moins, c'est que les 40 sont trop hauts, donc on baisse la vélocité. C'est un curseur en fait qui permet de compléter le sprint sur lequel l'équipe va travailler. Très bien. Tu as parlé de raffinement également, où l'équipe donnait des points. À quoi ça correspond exactement le raffinement? Le raffinement, c'est donc dans le Scrum, donc dans l'agilité, tu as le product owner qui va travailler en fait sur les récits, notamment des récits d'affaires pour le produit. Donc il met toute la connaissance qu'il a sur ce que le PO souhaite apporter au produit. Donc on appelle ça une user story. Oui. Dans chaque user story, tu as la description, tu as également des critères d'acceptance. Quels points doivent être validés pour que le récit soit valide. Okay. Et tu peux avoir des maquettes UXI, tu peux avoir de l'analyse fonctionnelle, tout ça, tu peux avoir ce que tu veux dans le récit. Et c'est l'équipe qui définit ensemble à quel niveau le récit peut être raffiné. Quel niveau en fait de raffinage le récit est prêt pour être estimé. Et dès qu'en fait ils décident que le récit est assez raffiné, ils peuvent l'estimer. Très bien. Si c'est pas assez raffiné, donc s'il manque des informations, s'il manque de l'analyse fonctionnelle, s'il manque des maquettes, s'il manque des critères d'acceptance, ça repasse en raffinement et l'équipe ne l'estime pas. Le client a un besoin, le product owner doit l'écrire au propre pour l'équipe. Doit le comprendre, l'écrire au propre. Exactement. Et l'équipe est capable après d'estimer sa tâche et sa capacité de travail dessus. Et c'est là que toi, tu interviens en tant que Scrum Master après pour pouvoir gérer tous ces sprints qui... Ouais, le Scrum Master, il est facilitateur. Donc, il va aider en fait l'équipe à comprendre déjà pourquoi on raffine. Donc, il aide aussi à ce que l'équipe s'entende sur les estimations. Okay. Donc, et après, il va suivre que le sprint se passe bien, quoi. Mais c'est pas le Scrum Master qui va développer, c'est vraiment l'équipe qui développe. Et le Scrum Master, il est là vraiment pour essayer de maintenir la motivation, de maintenir la cadence et d'essayer d'enlever en fait tous les obstacles que l'équipe pourrait rencontrer et qui empêcheraient à l'équipe d'atteindre son objectif. Ouais, je comprends. Quand tu dis savoir si l'équipe va bien, si tout se passe bien, est-ce que dans votre processus agile, vous avez des moments qui vous permettent de vous rassembler et de savoir si tout roule? Ouais, dans les événements donc Scrum, donc je parle beaucoup de Scrum là, mais faut pas oublier qu'il n'y a pas que ça dans l'agilité. Dans les événements Scrum, tu as la rétrospective comme événement qui intervient en fait à la fin du sprint. Donc comme je le disais tout à l'heure, une des valeurs de l'agilité, c'est s'adapter au changement. Okay. Donc le sprint, c'est des périodes courtes. Tu vas pouvoir en fait faire des choses, tester des choses. Et s'il y a des choses qui se passent pas bien, on va profiter en fait de l'événement de rétrospective pour revoir ces choses-là et trouver des actions pour justement les adapter et ne plus reproduire ces erreurs-là. Et justement, ces événements de rétrospective, c'est le moment où toute l'équipe se retrouve. Et moi, avec le fond, justement, j'essaie de maintenir des rétrospectives en présentiel, d'avoir vraiment toute l'équipe présente
ce jour-là. Donc c'est des rétrospectives qui durent 2h30, où je fais une petite phase en fait d'icebreaker, Mhm. à peu près une demi-heure, où on fait un petit jeu en fait pour se mettre en condition, pour essayer que l'équipe en fait lâche un peu en fait ce qu'ils faisaient à côté. Oui. Donc ça permet vraiment d'avoir la vraie cohésion d'équipe, travailler ensemble, rigoler ensemble. Mhm. Après on a un petit moment convivial aussi, on mange un petit gâteau. Vous faites un 5 à 7 dans la journée. Exactement. Et ensuite on attaque la rétrospective. Très bien. Donc c'est vraiment ce petit échange avant la rétrospective où j'essaie de maintenir pour avoir cette cohésion d'équipe là et essayer d'avoir un peu le mood de l'équipe, tu vois. Mhm. Je comprends. Merci Comfun. Pierre, de ton côté, au niveau DevOps, est-ce que vous avez des métriques sur ce que le DevOps apporte? Est-ce que vous avez des outils de visualisation sur ce qui se passe dans l'entreprise? L'un des principaux, on va dire, objectifs du DevOps aussi, c'est malgré le fait qu'on entend beaucoup que c'est de l'automatisation et que c'est que de la mise en place, le plus important en fait, c'est que le développeur a un besoin, c'est de savoir où sont ses problèmes, là où il doit aller et tout ça. Donc l'objectif en fait aussi du DevOps, c'est de mettre en place tout un système de monitoring. Donc on ne parle pas que de monitoring applicatif, mais aussi monitoring au niveau des déploiements, au niveau des problèmes de sécurité qu'il peut y avoir, au niveau des différents besoin d'une équipe en fait. C'est pour ça que ce que je disais tout à l'heure, les équipes sont intégrées. Donc en fait, si un développeur a un besoin particulier de quelque chose, d'une métrique à avoir, en fait notre objectif à nous aussi, ça sera de mettre en place ça, pas que de l'automatisation malgré ce qu'on conçoit du DevOps. C'est pas juste mettre en place des pipelines pour que tout se déploie très vite. C'est aussi de savoir si le pipeline casse. Pourquoi il a cassé, comment il a cassé, arriver au développeur en fait de comprendre pourquoi en fait son application marche pas. Et c'est aussi le DevOps en fait apporte aussi une grosse phase dans tout ce qui est monitoring et tout ce qui est visualisation pour anticiper en fait tous les problèmes de déploiement que pourrait ou que peut avoir un développeur et amener en fait on va dire à avoir une application ou un produit final qui est toujours up and running and aucun problème. Aujourd'hui, on est en capacité du coup de voir en entreprise ce qui fonctionne pas, et de faire une rétrospective à la fin. Exactement. C'est Ok. notre objectif également dans toutes les équipes DevOps. Je comprends. Est-ce que votre équipe fonctionne en méthode agile, vous? De notre côté, plus ou moins. Donc nous, on essaie en fait de fonctionner à méthode agile, mais le problème, c'est que des fois, côté plus infra, c'est pas toujours simple parce qu'en fait, contrairement à une application, on va dire que quand le dev a poussé sur le bouton pour dire c'est en prod, c'est quand même plus facile de le voir. Côté infra, des fois, on a des besoins qui sont beaucoup plus longs. Donc, on essaie nous, de notre côté, on a une méthode Kanban où on utilise également donc, les to-do et tout ça. Et également de mettre en place des process de planning, refinement et également de ce que tu disais tout à l'heure, de rétro, de raffinement. Mais le problème, c'est que c'est pas toujours simple dans les équipes. On a besoin des fois de plus de temps. On a des impacts avec les développeurs. On peut pas du jour au lendemain couper un accès juste parce que le développeur, il en a peut-être toujours besoin. Donc, ça prend plus de temps. On essaie de le mettre en place, on essaie de le maintenir. Mais suivant les personnes, c'est des fois compliqué dans les équipes d'arriver à de telles méthodes. J'imagine. Après, il y a plusieurs méthodes agiles, tu nous l'as dit comme fun. Donc vous utilisez la On n'a méthode peut-être pas la Kanban, bonne. toi le Scrum. Tu nous as parlé de développeurs aussi. Comfun a les développeurs dans son équipe. Tu es en communication assez facilement avec les développeurs? Comment ça Nous, ça se oui, en fait, concrétise? on essaie quand même d'avoir des canaux de communication quand même toujours ouverts à double sens, forcément. Donc, bien évidemment, quand nous, on essaie de mettre en place quelque chose, quand on leur propose, c'est pas on va le faire, parce que, comme je disais tout à l'heure, en fait, chaque équipe a ses domaines de compétences. Certes, nous, on a notre domaine de compétences et on voit qu'il y a un besoin, on voit qu'il y a une amélioration à faire, mais cette amélioration a peut-être un impact énorme pour les développeurs, parce que, par exemple, nous, un truc qui nous semblerait tout simple, genre un déplacement d'un dossier à un autre endroit, peut être très complexe pour un développeur parce qu'il y a énormément d'impact derrière. Donc en fait, nous, notre objectif aussi, c'est de les communiquer, de prévenir, de planifier, de demander aux différents Scrum, aux PO et à tout ce qu'on peut avoir de côté développement, en fait, d'amener et d'étudier la possibilité de le faire, malgré juste notre envie de faire on clique, on supprime ou on clique, on déplace, qui est très simple de notre côté, qui est beaucoup plus d'impact côté développeur. Je comprends. Donc votre rôle, grossièrement, c'est d'assister les développeurs tout au long du processus de développement. Exactement. Nous, notre objectif, c'est quand même
techniquement, nous, on rapporte pas l'argent à l'entreprise, entre guillemets. C'est le développeur avec, par exemple, son application web, son réseau de communication ou tout ce qu'il peut avoir besoin pour faire vivre l'entreprise. Nous, on a plus la notion de l'infrastructure et de où c'est déployé, mais le développeur a ce besoin. Donc, pas ce besoin, mais ce qui rapporte, on va dire, l'argent à l'entreprise. Donc, du coup, il faut les écouter. On peut pas juste, sur une prise de tête, se dire, on va le faire. Tu parles d'argent à l'entreprise. J'en viens à ça. Quel est l'avantage pour une entreprise d'avoir du DevOps au sein de l'entreprise? Est-ce qu'il y a des intérêts? Bien évidemment, sinon la méthode n'existerait pas. Donc, les principaux avantages, en fait, c'est très clairement d'avoir de tout ce qu'on vient de présenter avant, donc l'automatisation, le monitoring, c'est en fait tous ces différents process, ces différents technologies qu'on peut utiliser, va apporter un énorme bénéfice à l'entreprise, vu que en fait l'entreprise va pouvoir, un développeur qui est concentré que sur son travail de développeur n'a pas besoin de faire d'autres boulots à côté, donc l'entreprise va plus faire focus. Donc nous, notre objectif, en fait, c'est de réduire ce qui est le terme en DevOps, ça s'appelle le time to market, donc c'est d'arriver le plus rapidement à délivrer une nouvelle feature. C'est-à-dire que si un développeur, on lui demande de faire ça, son objectif, c'est que si l'entreprise a vu qu'il y avait un objectif sur ça, un besoin client sur ça, nous, le développeur a besoin que l'entreprise a besoin que cette feature soit présente dès demain. Donc nous, notre objectif, en fait, c'est de pouvoir automatiser tous ces processus-là, de pouvoir les monitorer, comme je disais tout à l'heure, les sécuriser. Et en fait, c'est que si demain l'entreprise a un besoin, il faut qu'il arrive le plus rapidement possible. Et en fait, la méthode DevOps permet tout ça avec un retour, en fait, le partage des équipes, ce qu'on disait tout à l'heure au niveau développement et opérationnel. En fait, c'est aussi partager les victoires. Donc, si demain ce process est up and running, cette feature est up and running, c'est pas que les développeurs, c'est pas que les opérationnels, c'est tout le monde qui va partager cette victoire. Mais également, si demain, je sais pas, tout le site est cassé, c'est également eux qui devront partager tout cet échec. Donc c'est aussi ça, en fait, sur la méthode DevOps, c'est d'avoir aussi tout un REX et un partage de connaissances au niveau de... Ça vous apporte beaucoup de visibilité et de réactivité dans vos projets. Je comprends. Campfon, vous, de votre côté, l'intégration de la méthode agile au fur et à mesure dans les entreprises TI, qu'est-ce que ça apporte comme avantage aussi? Quels sont les bienfaits de l'implémentation de cette méthode? L'implémentation de l'agilité dans l'entreprise. Donc tu peux du coup comparer un projet agile et un projet en waterfall. Et par exemple, un projet en waterfall, j'ai vu beaucoup de projets chez des clients où il y a une planification qui est faite, en waterfall je parle. Quand tu dis waterfall? Cycle en V. Ok. Une autre méthode de gestion de projet. Exact, une méthode de gestion de projet, où on planifie d'abord, on fait la documentation, on fait les développements, on fait les tests, on met en production. C'est des projets qui peuvent durer 1 année, 2 ans. Moi, j'ai travaillé sur un projet de refonte d'un site web, il a duré 3 ans. On a mis en prod, il n'y a rien qui a fonctionné. Et au bout de 3 ans, donc, t'imagines l'argent que le client a investi dessus. Oui. Voilà. Quand tu travailles en agilité, comme je disais tout à l'heure, c'est des périodes beaucoup plus courtes où tu produis un incrément valide à chaque fin de sprint. Donc si le sprint dure 2 semaines, on sait qu'à toutes les 2 semaines, tu as quelque chose qui sort. Okay. L'idéal, c'est de mettre en production toutes les 2 semaines. Donc ça veut dire que tu n'as plus besoin de planning, tu n'as plus besoin de planifier. Tu sais que c'est un sprint de 2 semaines, tu sais que l'équipe a une vélocité d'un tel, tu peux mettre autant de valeur pour sortir en 2 semaines quelque chose qui va être utilisable tout de suite. Plus de planification, plus de dérapage au niveau budget. Et de la valeur livrée à chaque fin de sprint. C'est une solution miracle. C'est ça. Non, mais de ce que je retiens, c'est intéressant. Vous êtes capable de livrer du produit en 2 semaines. On ne va pas parler du produit final, mais le client peut d'ores et déjà avoir quelque chose sous la main. Je comprends. Après, si tu livres pas en prod, c'est pas grave. Mais par exemple, si tu es sur un nouveau site et tu as besoin de le tester au fur et à mesure, toi, tu livres toutes les 2 semaines, tu montres aux parties prenantes ce que ça donne. Ils peuvent redonner des feedbacks sur ce qui a été fait. Oui. On adapte s'il y a des choses à refaire. Et si tout est OK, on passe sur autre chose. Okay. Et au bout du compte, même si le projet dure 2 ans, c'est des cadences de sprint de 2 semaines sur 2 ans, mais tu as quelque chose qui est toujours livré. Donc le client voit toujours quelque chose en fait toutes les 2 semaines.
Oui, plutôt que d'attendre 3 ans et de voir qu'il n'y a rien qui va marcher. C'est déjà trop tard en fait. effectivement. Vendu comme ça, je le prends. Ok, parfait. Maintenant, en termes d'avenir, dans vos domaines respectifs, dans l'agilité, est-ce que vous voyez des choses à venir, de l'amélioration? Comment vous voyez ça dans le futur, vous? L'agilité, je prêchais pour ma paroisse. Je pense pas que l'IA, on parle beaucoup d'IA, tu vois. Et je pense pas que l'IA remplacera un jour un Scrum Master ou un Product Owner. Je pense pas. Parce que, Merci. comme je disais tout à l'heure, tu as besoin d'interagir avec les personnes. Oui. Une IA pourra pas le faire. Ok. Il pourra connaître le produit, tout ça, donc ça pourra t'aider. Ça c'est sûr. Par contre, ce que l'IA peut amener aux équipes agiles, ça va surtout aider les développeurs pour justement les aider à automatiser plus de choses. On le disait tout à l'heure avec le DevOps. Et ça pourrait aussi, là j'en parlais ce matin avec mon équipe là, de GitHub Copilot, qui permettrait en fait aux développeurs de pouvoir lancer leur dev, être contrôlé par GitHub Copilot. Et le GitHub Copilot pourrait déjà te dire qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas sur ton code. Tout à fait, Okay. je comprends. Donc, tu gagnes du temps, parce qu'après, quand tu envoies ton dev à vérifier par un autre dev, c'est déjà pratiquement tout bon, quoi. Voilà. Très bien. Et au niveau du DevOps, Pierre, est-ce que... Nous, en plus de l'IA, qui forcément de toute manière touche à peu près tous nos cœurs de métier aujourd'hui, on va pas se mentir, du coup, en plus de tout ça, nous, il y a vraiment une facette du DevOps qui est en train d'arriver et qui est de plus en plus présente, c'est le DevSecOps. Donc, c'est-à-dire aussi, en plus d'intégrer donc équipe de développeurs, équipe opérationnelle, et vraiment intégrer la sécurité à la base de tout projet, à la base de toute mise en place. Nous, par exemple, on a eu il n'y a pas longtemps une certification chez Flow. On a dû mettre en place des process dès le début, en fait, pour pouvoir arriver à un tel niveau de pouvoir se certifier, on va dire, de pouvoir être accrédité. Donc, en fait, c'est vraiment une part importante. On entend tous les jours des gens qui sont fait hacker, de l'argent qui a été volé, des données qui ont été perdues, qui coûtent encore plus d'argent que l'argent réel, on va dire. Donc, tout ça a un énorme impact dans le milieu de l'informatique aujourd'hui. Et on a besoin en fait d'entendre le mot sécurité dès la mise en place de tout projet, de toute réflexion. Donc c'est vraiment quelque chose qui, dans le futur, va être très très important parce que ça sera de pire en pire quand on voit les nouvelles technologies qui arrivent. Est-ce qu'on aura du DevOps, de DevOps? Il y aura peut-être du DevOps de DevOps, mais là, ça va partir très très loin. Mais quand on voit les nouvelles technologies, par exemple les processeurs quantiques qui commencent à arriver, qui peuvent casser tout ce qui existe aujourd'hui en quelques fractions de secondes, ça fait très peur. Donc il faut qu'on ait cette notion déjà dès aujourd'hui pour que dans 10, 20, 30 ans, on ne soit pas tous apeurés par ce qui va arriver. Ton conseil, ce serait de prendre les devants et déjà analyser toutes ces problématiques. Exactement. Donc analyser côté développeur, parce qu'on sait qu'un mot de passe hard-codé dans un fichier, ça existe, ça fait peur, mais voilà. Donc il peut y avoir ça, mais également des problèmes d'accès. Limiter l'accès, c'est pas parce qu'on est opérationnel ou on est développeur qu'on a besoin d'accéder à tout ce qui existe dans l'entreprise. Il y a plein de facettes dans la sécurité qui existent, plein de logiciels aujourd'hui qui nous permettent d'aider ça et qui nous permettent de nous aider sur tout ça. Donc, c'est dur à mettre en place, ça coûte de l'argent, mais par contre, ça va être un bénéfice dans le futur qui va être énorme. Merci. Pour conclure, vos deux méthodes, on pourrait dire qu'elles sont complémentaires. Est-ce qu'aujourd'hui, vous préconisez de les employer en entreprise? Et si vous aviez un dernier mot à vendre pour vos méthodes, qu'est-ce que ce serait? Alors moi déjà, je pense que des deux côtés, il faut dès le début, en fait, ces deux méthodes doivent être ensemble parce que le DevOps, c'est plus quelque chose on va dire, de produit final, on va dire. Mais par contre, l'être humain a besoin d'être managé, opéré. Et ça, le DevOps ne peut pas y répondre en soi. Le DevOps peut apporter énormément d'outils, même trop d'outils. Il faut faire attention. C'est pas parce qu'il existe un outil qu'on a absolument besoin de cet outil. Mais par contre, le DevOps n'apportera jamais comment un utilisateur va faire sa user story, ce que tu expliquais tout à l'heure, va apporter toutes ces facettes-là. Là, c'est vraiment
agile. Donc là, je laisserai Quentin répondre à ça. Mais de mon côté, voilà, il faut se dire que c'est pas une méthode seule, c'est plus des technologies qui existent, des processus, comme je disais tout à l'heure, ou la collaboration au niveau de l'entreprise. Mais comment arriver à mettre, on va dire, comment arriver à bien mettre du DevOps en place, là, c'est côté agile que ça agit. Mais c'est un campagne. Exact. Ouais, donc le DevOps, comme le disait Pierre, c'est pas mal d'outils, pas mal de process. Ok. Et comme je le disais tout à l'heure, pour l'agilité, l'équipe doit être focus sur un objectif, donc produire toutes les 2 semaines quelque chose. Si pendant 2 semaines l'équipe est à chaque fois perturbée par des erreurs en production, ça va les en fait défocuser de leur objectif. Le DevOps avec justement les outils de monitoring va permettre en fait aux développeurs d'être beaucoup plus proactifs sur les problèmes. Plutôt que d'avoir le centre d'appel qui appelle la PO pour dire il y a un incident à ce moment-là, non. Là, il y aura vraiment un monitoring, les développeurs le verront et pourront directement agir dessus. Ce qui fait que en fait, tous ces outils-là de DevOps mis en place, ça permet aux développeurs de rester focus sur leur travail et de délivrer de la valeur comme ce qui est fait, pourquoi il fait l'agile, quoi. Je comprends. En conclusion, grâce à vos 2 méthodes réunies, le développeur aujourd'hui en entreprise est capable de travailler très efficacement. Exact. Merci. Merci en tout cas, Comfun, et merci Pierre pour vos explications. J'ai plus de questions. Comme je vous avais dit, j'ai essayé de recréer ce débat que je crée tous les midis avec mes collègues. Maintenant, j'aimerais que vous participiez, si vous en avez bien sûr. Est-ce que vous avez des questions? Allons-y. Est-ce que tu veux bien prêter? En fait, c'est toi qui vas répondre. Merci. Vous avez dignement vendu donc l'agilité et le DevOps. Donc une question 2 en 1 sur le sujet. Quelles seraient pour vous les limites d'une part et les enjeux ou les défis d'autre part que la méthode peut amener? Entre... Il est allumé? Non, il est pas. Allô? Ouais, c'est bon. Pardon. Donc des limites pour l'agilité et le DevOps en même temps? Ouais. Ouais. Bah, après, moi, les limites, je l'ai vu sur un ancien projet sur lequel j'ai travaillé. On faisait justement du DevOps. Et pour justement essayer de garder cette cadence-là de sprint, on a dû en fait complètement couper court aux valeurs de l'agilité. On a dû siloter en fait l'équipe. Et on a dû avoir une équipe qui faisait du sprint et une équipe qui faisait de la production. Tous les deux, ils avaient leur propre board. Donc l'équipe Scrum faisait du sprint avec un board de Scrum, et l'équipe qui faisait de la production avait un board Kanban. Et ce qui fait que les équipes en fait se parlaient plus trop pendant les sprints. Chacun était vraiment séparé. Mais pour quand même essayer de garder cette agilité-là, à chaque sprint, on faisait tourner les équipes pour justement diffuser la connaissance. Donc ça, c'est une limite que moi je verrais actuellement, quoi. Si on veut faire de la maintenance applicative et de la création de valeur en même temps, quoi. Et moi, de mon côté, en fait, côté DevOps, c'est un vrai problème qu'on peut rencontrer aujourd'hui. C'est, on va dire, les automatisateurs fous. Genre, ça existe, je veux automatiser, je le fais. Ça, il faut faire vraiment très attention. C'est pas parce que mon voisin a un besoin, ça existe, que dans mon entreprise, je pourrais le mettre en place. Ça pourrait pas répondre à certaines fonctionnalités. J'ai un exemple très fort en tête, c'est Terraform, qui est une technologie, en fait, pour coder vraiment toute votre infrastructure et qui peut communiquer avec la quasi-totalité des clouds qui existent aujourd'hui. Et c'est pas parce que Terraform est capable de communiquer, vous utilisez Terraform en entreprise, il est capable de communiquer avec un outil que vous utilisez aussi, que directement, hop, on va automatiser cet outil parce qu'on est capable de le faire. Et ça, c'est vraiment des technologies qu'il faut faire très attention et qui peut vraiment poser des problèmes dans les entreprises, c'est de faire ça parce qu'on peut le faire. C'est pas parce qu'on peut le faire qu'on doit le faire. C'est 2 choses différentes. Ça peut correspondre à mon voisin parce que son objectif est là-dedans, son entreprise est plus mature que la mienne, donc il faut faire vraiment très attention à tout ça. Et c'est vraiment un défi qu'on peut rencontrer, un vrai problème qu'on peut rencontrer en entreprise. Mais derrière, bien évidemment, les enjeux sont tellement importants, par exemple au niveau de la sécurité, comme je disais tout à l'heure, quand on a, nous c'est ce qu'on fait aujourd'hui, GitHub est devenu
source de vérité. C'est-à-dire que tout ce qui existe dans notre entreprise, que ce soit applicatif, que ce soit infrastructure, que ce soit certains process et certaines mises en place, est dans GitHub. Et GitHub est le seul qui a le droit d'écrire et de modifier ce qu'on est capable de faire dans le code. Donc, pour arriver à push quelque chose dans GitHub, on doit avoir une deuxième validation. Donc, on est arrivé à un tel niveau de sécurité que moi, je ne peux pas arriver et dire je détruis la prod ou j'accède aux data de prod. C'est pas possible. J'ai obligatoirement besoin d'une validation de quelqu'un d'autre pour pouvoir le faire. Donc, c'est un énorme enjeu pour les entreprises, comme je disais tout à l'heure, sur les problèmes de sécurité qui existent, sur là aussi la facilité, parce que du coup, tout le monde peut éditer GitHub, tout le monde a une autre validation. Et c'est vraiment un enjeu qui est très important, je trouve, en entreprise. Moi, c'était surtout pour avoir des recommandations entre l'interaction entre DevOps et les équipes Scrum. Parce que, mettons, l'équipe DevOps, ça va être plus être en Kanban. Puis les équipes Scrum, elles vont faire aussi. Puis j'imagine que l'équipe DevOps est sollicitée par plusieurs équipes autour d'elle. Fait que comment vous gérez la visibilité de ce que l'équipe DevOps fait, puis tout le monde communique ensemble pour que ça fonctionne? Ce serait des recommandations là-dessus. Ben nous, moi je vais prendre l'exemple qu'on a de notre côté, et après je te laisserai répondre aussi. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on essaie, on a Teams, un outil collaboratif, donc dès qu'on a des canaux de communication, comme je disais tout à l'heure, quand il y a une équipe qui a un besoin, elle écrit dans un de ces canaux, bien évidemment le sien, et on définit son besoin, on définit aussi sa priorité, parce que si on définit tout le monde est urgent, donc on doit faire tout maintenant. Mais en fait, comme toute chose, s'il y a tout qui est urgent, rien ne l'est. Donc du coup, on est obligé de revoir les process. Donc nous, on a essayé d'adopter dans notre équipe un peu la même agilité, comme je dis, un peu plus adaptée de côté Ops, mais on a essayé d'adapter la même agilité, donc de faire un refinement en équipe, du planning, bien évidemment, comme on disait tout à l'heure, la rétrospective, mais surtout de ces côtés-là, on mettait des points, des user stories, on essaie de les définir, de voir ce qui est vraiment important dans tout ça, parce qu'un développeur qui a juste un besoin à un moment, elle l'aura peut-être pas dans le lendemain ou le surlendemain. Donc nous, on a essayé de s'intégrer le plus possible avec l'agilité. Aussi, au niveau dès qu'on veut déployer, on a essayé de mettre de l'automatisation pour que le développeur soit prévenu dès qu'il se passe quelque chose quelque part. Donc lui-même, il peut voir où en est sa story sans forcément accéder à Jira pour voir là où on en est nous réellement. Mais du coup, il y a plein de choses nous qu'on a pu mettre en place de ce côté-là pour pouvoir arriver à un niveau en fait où le développeur est quasiment tout le temps au courant, assez autonome, parce que comme je disais tout à l'heure, comme GitHub est devenu notre source de vérité, le développeur peut aussi aller modifier les choses que nous on est en train de faire s'il a besoin. Donc voilà. Par contre, la validation forcément sera de notre côté, mais par exemple, s'il a besoin d'un nouveau serveur quelque part, il pourra le déclarer. Et nous, on va voir si c'est vrai ou pas. Donc déjà, on a supprimé des process où c'est forcément nous qui devons le faire, quoi. Devons se connecter, devons installer un Windows ou un Linux et ainsi de suite. Tout est automatisé. Comme ça, même le développeur peut demander directement ce qu'il a besoin parce qu'il y a qui mieux que lui peut savoir ce qu'il a besoin. Merci. Comme je le disais tout à l'heure, dans un ancien projet, on a dû désiloter les équipes. Et donc pour que ça marche bien, l'idéal c'est quand même de garder ces silos, mais qui travaillent au sein de la même équipe. Et donc, il faut faire tourner ensuite les joueurs au sein des différentes squads. On a une squad prod, une squad sprint. Le sprint d'après, il tourne. Ce qui permet en fait de diffuser du coup la connaissance DevOps entre tous les développeurs. Et ils deviennent en fait interchangeables. Donc tout le monde peut faire du DevOps, tout le monde peut faire du sprint. Et comme ça, en fait, tu arriverais à gérer directement une équipe qui fait du Scrum, une équipe qui fait du DevOps. Avec la gestion en Kanban pour les DevOps et la gestion en Scrum pour l'équipe Scrum, quoi. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Non. J'espère que vous avez apprécié ce petit moment. Et c'était notre première édition. On espère que ça vous a plu pour qu'on puisse en refaire d'autres. Donc, n'hésitez pas à applaudir nos intervenants aujourd'hui, Pierre et Campon. Merci également au Wagon de nous avoir accueillis. Ils ont été très gentils ce soir avec nous. Je ne sais pas où est Marie-Gabrielle, mais merci beaucoup. Et merci à Quentin, encore une fois, qui, comme il vous l'a dit, après quelques bières, cette idée est venue. Donc, merci beaucoup, Quentin.
Et merci Benoît Merci d'avoir animé Gonfal. ça. Merci à toi.